H2D, H2S et maintenant H2C. C'est à se demander si Bambu Lab aura assez de lettres de l'alphabet pour nommer sa série H2. N'empêche que la promesse est plutôt intéressante, jusqu'à 7 couleurs ou matières différentes sans déchets. Mythe ou réalité? C'est ce qu'on va voir. Après mes tests de la H2D et de la H2S, vous reconnaissez probablement l'emballage de la bête. Environ 50 kg à l'arrivée. Et donc à moins d'être un champion de CrossFit, vous ne soulèverez pas ça seul. Merci d'ailleurs au livreur d'avoir apporté la bête en une pièce et de ne pas l'avoir transformée en H2P. Bah oui, P comme puzzle. Comme toutes les imprimantes de la marque, tout est bien protégé et calé afin que rien ne bouge à l'intérieur. Vous y trouverez le couvercle en verre, les accessoires supplémentaires et évidemment l'AMS2 Pro. La dotation en accessoires est plutôt correcte, avec 3 hot ends à induction de 0,4 mm, ce qui fait 4 avec celle qui est déjà installée sur l'imprimante, ainsi qu'une hot end à induction de 0,2 mm et une de 0,6 mm. Le petit kit de maintenance avec les outils, l'huile, la graisse, des petits accessoires supplémentaires et une hot end conventionnelle de 0,4 mm pour la sortie de gauche de la tête d'impression. On a aussi tous les accessoires et pièces de rechange liés au système Vortec, et enfin un coupleur pour relier jusqu'à 4 AMS sur une entrée de l'imprimante. Typiquement l'entrée de droite. Ah, et alors dernière chose, par rapport à la H2S et la H2D, le volume d'impression est un petit peu plus petit. Vous avez ici un volume complètement utilisable avec les deux bus de 300 par 320 par 325 mm. D'ailleurs, les plaques d'impression des deux cousines de la H2C ne sont pas compatibles avec cette dernière. Bon, vous le savez, la place dont je dispose est toujours aussi restreinte, donc cette H2C ira à la place de la H2S pour garantir un accès facile aux AMS. Mais ne vous inquiétez pas, la H2S pourra revenir plus tard, selon la place disponible. Au niveau de la mise en route, ça n'a pas changé, vous devez brancher d'abord la clé de sécurité à l'arrière de la machine, et ensuite on peut l'allumer. Tout le processus de mise en route est guidé, vous suivez les instructions et tout se passera bien. Et une fois tous les calibrages terminés, votre H2C est prête à l'emploi et à sortir ses premiers modèles. Et puisque la version ultime avec 2 AMS2 Pro, un AMS HT et 2 hot ends à induction supplémentaires n'existe plus, j'ai décidé d'en acheter. Pour rappel, l'AMS HT ne peut accueillir qu'une seule bobine, mais peut sécher le filament qu'il contient jusqu'à 85 degrés, le rendant tout à fait pertinent pour le séchage de filaments techniques. Et tout comme l'AMS2 Pro, il permet aussi de faire tourner les bobines pendant le séchage, sauf si le filament est déjà engagé dans une entrée d'AMS. Et il dispose aussi d'une sortie spéciale pour le TPU, même si dans ce cas, le TPU n'est pas entraîné par l'AMS, ça permet surtout de le garder bien au sec. Maintenant que tout est dit sur la machine en elle-même, on va lancer quelques impressions et on reviendra sur le système Vortec. La première impression que je vous propose est cette Golf MK1 en version KitCard. Vous vous en souvenez peut-être parce que je vous l'ai déjà montré dans mon tuto sur la fonction lissage. Si vous ne l'avez pas encore vu d'ailleurs, je vous mets le lien en haut à droite. Ici rien à signaler, c'est du PLA, l'impression est propre et le lissage a été paramétré correctement. Alors non, désolé, vous ne verrez pas de Benchy dans cette vidéo, mais vous verrez une figure bien connue, ici réinterprétée par mes soins avec l'aide de l'IA de Tencent. Les 5 couleurs ici sont bien imprimées, sans défaut et encore une fois, rien à signaler. Enfin si quand même, on n'a pratiquement aucun déchet, uniquement la tour d'amorce et le support. Alors petite anecdote sur ce modèle, lorsque j'ai voulu l'imprimer pour la première fois, j'ai voulu utiliser un filament de support, donc pour avoir des parties supportées qui étaient de meilleure qualité, et j'ai utilisé du PVA pour ça. Le problème, c'est que le PVA, à l'humidité, il réagit pas super bien. Et lorsque je l'ai sorti de l'emballage, je l'ai pas séché directement, parce que pour moi, c'était bon, il était utilisable directement comme ça. Sauf que, non, pas vraiment. Ou bien simplement, ça a gonflé pendant l'impression, mais toujours est-il que ça a bloqué cette partie-ci de la hot end, et comme c'est les hot ends à induction et qu'il y a un petit PCB dessus, on peut pas les déboucher n'importe comment. Du coup, j'ai consulté le wiki de Bambu Lab, qui conseille une méthode très simple, faire chauffer une tige, ou bien la clé hexagonale de 2 mm du kit. Introduire cette partie chauffée dans la hot end, laisser fusionner le filament avec la tige et tirer d'un coup sec. Ensuite, on renouvelle l'opération plusieurs fois pour extraire tout le filament bloqué. C'est franchement pas compliqué et c'est efficace parce que ça m'a évité de recommander une hot end comme ça qui coûte quand même 37 €. Toujours en plusieurs couleurs, cette licorne est aussi une création que j'ai réalisée grâce à l'IA. Pour la parenthèse, ça me permet de vous proposer des modèles différents et originaux pour mes vidéos tout en testant des outils. D'ailleurs, si vous appréciez ces modèles, vous les trouverez en description. Ici, on a 5 couleurs qui sont nécessaires pour imprimer ce modèle et encore une fois, on a pratiquement 0 purge, si ce n'est évidemment la tour d'amorce. Bon alors je sais, si vous regardez cette vidéo, vous êtes là aussi pour avoir une explication sur le système Vortec. Donc, pause technique et je vous explique comment fonctionne ce système. Donc la base, elle est très simple, vous prenez la H2D avec ses deux hot ends, donc si je me mets par rapport à vous, vous avez la hot end de gauche et vous avez la hot end de droite. Celle de gauche est motorisée et elle monte ou elle descend. Celle de droite, par contre, elle reste fixe. C'est cette partie-là qui va pouvoir switcher
d'une hot end à une autre via le système Vortec. Alors ce système est motorisé, donc vous avez 2 chariots qui montent et qui descendent en fonction de la hot end que vous voulez charger. Ce qui fait que vous avez 2 rangées de 3. Et vous avez un système de gâchette qui va permettre de relâcher la hot end en cours d'utilisation et de l'échanger contre une autre qui est dans le chariot. Donc jusque là c'est très simple. Maintenant vous avez ces hot ends spécifiques qui sont donc spéciales pour la H2C. Ce sont des hot ends avec un chauffage par induction, c'est-à-dire que du coup il n'y a pas de contact vraiment pour le chauffage. Et toute la communication de et via l'imprimante se fait directement sur le PCB. Il n'y a pas de contacteur qui risque de s'user avec le temps, donc c'est un petit peu la force de ce système. Maintenant, la faiblesse, c'est ce PCB, ce qui fait par exemple que cette hot end ne peut pas être chauffée au niveau de ce PCB. Maintenant que vous avez saisi le concept, je vous montre l'impression la moins originale de cette vidéo, puisqu'à peu près tout le monde l'a faite, mais je voulais simplement l'imprimer parce que je trouve ce modèle magnifique. Notez qu'ici on a des couches de 0,3 mm. Le but c'est de réduire le temps d'impression qui est déjà de plus de 48 heures. 8 couleurs sont ici nécessaires pour imprimer ce modèle. Et oui, vous avez bien entendu, j'ai dit 8 couleurs, ça veut dire que pour ce modèle, il y a un peu de purge. 43 grammes exactement pour 415 grammes de modèle et 180 grammes de tour d'amorce. Et là, vous commencez peut-être à comprendre où je veux en venir. Passons maintenant à des filaments plus complexes avec l'ASA. Ici, de l'ASA gris de chez Extruder, mais aussi de l'ASA CF de chez Bambu Lab, qui a un petit défaut. Alors, je sais pas qui est le type qui a dit que l'ASA sentait moins fort que l'ABS, mais franchement, rien que d'ouvrir le paquet de ça, alors que je l'avais déjà ouvert précédemment, ça sent à mort les produits chimiques. C'est vraiment une horreur. Autant l'ASA de chez Extruder ne sent pratiquement pas dans la pièce, autant celui de chez Bambu Lab rend l'air totalement irrespirable. Les marques de filaments ne se valent pas toutes et c'est difficile de faire une généralité concernant les émissions de ces filaments. Dans tous les cas, pour les filaments techniques, s'il vous plaît, ayez une pièce dédiée ventilée pour ne pas mettre votre santé en jeu. D'ailleurs, je reviendrai d'ici quelques semaines avec une vidéo dédiée sur ce sujet. Bon, sinon, dans un cas comme dans l'autre, les résultats sont vraiment fantastiques, même dans le cadre d'une impression sur un plateau complet, comme pour le châssis de la Formule 1 OpenRC. Et les petites pièces ne subissent aucun problème de décollement du plateau PEI. Le chauffage de caisson de la série H2 fait toujours aussi bien son travail. J'ai ensuite voulu tester un mélange de PLA et TPU, à savoir que ces deux filaments n'adhèrent pas ensemble. Je vous expliquerai d'ailleurs la technique dans la vidéo qui sera consacrée à ce projet. Le TPU ne peut être qu'imprimé avec la buse de droite, et comme le TPU conventionnel n'est pas compatible avec la MS, vous ne pourrez pas faire de l'impression multicouleur sans déchets avec ce filament. Dommage, mais bon, on est dans un cas de figure tout de même rare. J'ai lancé d'autres impressions en une ou plusieurs couleurs, tout s'est généralement bien déroulé, même si j'ai eu quelques décollements du plateau pour des pièces un peu fines ou mal orientées par ma faute. Le nylon, c'est un filament plutôt complexe, et en plus, son adhérence sur un plateau PEI n'est vraiment pas garantie. J'en ai fait les frais ici. Premier test, du PA6 GF de chez Sunlu, fraîchement déballé. Échec total, aucune adhérence, et la machine se met en erreur après avoir détecté un défaut d'impression. Sans blague. Deuxième test, le PA6 GF de chez Bambu Lab, séché au préalable, avec le profil par défaut du fabricant. Échec cuisant. Aucune adhérence. De toute façon, la seule fois que j'ai pu imprimer ce filament, c'était avec la plaque Glacier de chez BQ, sauf que là, j'en ai pas pour la H2C. Notez qu'il existe aussi la plaque Engineering de chez Bambu Lab qui a le même but. J'ai enfin imprimé du PA HT CF de chez Bambu Lab, bien séché au préalable dans la MS HT. Là, j'ai pu imprimer à peu près ce que je voulais, sauf une pièce. Un engrenage qui ne veut pas adhérer au plateau, quoi que je fasse. Alors, croyez-le ou non, mais je n'ai jamais imprimé un seul U-Forge de ma vie. Et il était temps de corriger ça. Ici, c'est une impression en 5 couleurs avec seulement 5 changements pendant l'impression. Autrement dit, la plus-value de la H2C, elle n'est pas évidente, puisque ça représente vraiment très peu de purge. Et franchement, l'effet 3D apporte un petit plus, et le résultat est vraiment très sympa. Je m'attendais pas vraiment à ça. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait des U-Forge, et ce que vous en pensez. Et enfin, j'ai imprimé des pièces techniques avec mon filament chouchou, le PC PBT CF de chez Extruder. Je l'ai séché au préalable dans la MSHT pour un résultat optimal. Franchement, j'adore ce filament. Les résultats sont superbes et les pièces sont vraiment solides. Elles résistent très bien aux contraintes mécaniques. D'ailleurs, j'en ai presque plus, il va falloir que j'en commande à nouveau. Et maintenant, parlons un petit peu chiffres avec la consommation et le bruit de cette imprimante. Au repos, la consommation de la H2C toute lumière éteinte est de 20 watts, ce qui la situe dans la moyenne plutôt haute et on évitera de la laisser allumer en permanence. Le bruit au repos est pratiquement nul, en tout cas ça se confond très bien dans le bruit de fond permanent. En fonctionnement et pour de l'impression de PLA, on est sur une consommation d'environ 200 watts. On est quand même ici sur une moyenne haute qui est assez similaire à ce que j'avais avec la H2D. Au niveau du bruit et toujours pour de l'impression de PLA, on est entre 40 et 48 décibels. Ce qui veut dire qu'elle ne fait pas un bruit assourdissant, mais c'est plutôt audible, ce qui fait qu'on réservera plutôt cette machine pour une pièce dédiée. Sans surprise, mon test du renard révèle qu'il n'y a aucune purge effectuée pour les changements de couleur, ce qui la met d'office hors catégorie, au même titre que la Snapmaker U1. D'ailleurs, on va les comparer un petit peu. La Snapmaker U1 mettait 4 heures à imprimer ce modèle, tandis que la H2C met environ 6h45. Et pour information, la Bambu Lab
Lab A1 a besoin de 16 heures environ pour imprimer ce modèle. Au final, le seul déchet qu'on a est la tour d'amorce qui fait 24 grammes sur la H2C, tandis que celle de la Snapmaker faisait 13 grammes. Bon, il est grand temps de faire tomber un mythe. L'impression 3D sans déchets, ça n'existe pas. En tout cas, au sens propre du terme. Parce que lorsque vous faites de l'impression 3D, vous utilisez des supports, vous avez toujours un petit peu de purge qui se fait en début d'impression. Si vous vous trompez dans un paramètre ou des dimensions lorsque vous créez un objet, l'objet part à la poubelle. Si vous avez un décollement du plateau pendant une impression, pareil, c'est raté. Et si vous imprimez un objet en plusieurs matières ou plusieurs couleurs, vous avez une tour d'essuyage. Certains me diront que la tour d'essuyage peut être désactivée, c'est vrai, mais ça aura un impact sur la qualité finale de vos impressions. En tout cas, vous l'avez compris, mais cette H2C est capable d'imprimer sans déchets, ou en tout cas sans purge inutile, comme on pourrait l'avoir ici avec une imprimante plus traditionnelle. Et ça se fait grâce à l'ajout du système Vortec, qui est un système quand même fort technologique, et pour moi, ça n'a pas que des avantages. En tout cas, c'est difficile d'en dire plus sur cette imprimante parce que j'ai l'impression que tout a déjà été dit. J'ai déjà testé la H2D qui était la première arrivée, j'ai testé la H2S, et maintenant il y a la H2C qui finalement est une amélioration de la H2D. Donc à un moment donné, à moins de me répéter, c'est un petit peu difficile de varier mon discours. En tout cas, cette imprimante est typiquement l'incarnation de qui peut le plus, peut le moins. Parce qu'avec cette H2C, vous ne serez pas limité ni dans les matériaux que vous pourrez faire, ni dans l'impression multicouleur. Parce que vous avez le chauffage de caisson, vous avez un volume d'impression qui est similaire à celui de la H2D, et puis vous avez tout le système Vortec pour l'impression sans purge. Attention que tout ceci a un coût puisqu'on est à 2250 € prix de base, donc pour ça, on a un AMS 2 Pro, on a la possibilité d'imprimer 5 couleurs, ce qui fait que si vous voulez exploiter complètement cette imprimante, il faut rajouter un AMS HT, il faut rajouter un deuxième AMS 2 Pro, et il faut rajouter 2 hot-end pour le rack Vortec. Et avec ça, je ne parle même pas de la version laser, puisque pour celle-ci, il faut rajouter 500 € au prix de base. Les points positifs que je peux souligner sur cette imprimante sont déjà évidemment l'impression sans déchets, ou en tout cas sans purge, puisqu'on a quand même la tour d'essuyage qui est là. La deuxième chose pour moi, c'est que c'est la première imprimante sur le marché qui est aussi polyvalente. Donc déjà de 1, l'impression sans déchets, je l'ai déjà mentionné. Et la deuxième chose, c'est l'impression de matériaux techniques avec le caisson chauffé, et aussi les bus qui chauffent jusqu'à 350 degrés. Troisième point positif, c'est qu'on devrait bientôt avoir le séchage actif sur les AMS pendant l'impression. C'est quelque chose qui est arrivé sur la H2D et qui normalement va faire tache d'huile et arriver sur la H2C et la H2S. Et ça franchement, il était temps. Et le troisième point, c'est tout l'arsenal technologique de l'imprimante avec la caméra intégrée, tout ce qui est intelligence artificielle pour la détection de défauts pendant l'impression, le calibrage full automatique de toute l'imprimante et le relatif silence de fonctionnement. Ça reste une machine, donc ça fait du bruit, mais franchement, pour une machine comme ça fait pas énormément de bruit. Bon, maintenant, abordons les points qui fâchent, les points négatifs. Alors le premier point négatif, selon moi, c'est le système Vortec. C'est paradoxal, mais je m'explique. On a ici une réponse très technologique, très high-tech à un problème qui aurait pu potentiellement être résolu autrement. Je prends pour exemple Prusa avec le système Index de chez Bondtech, qui est une réponse beaucoup plus low-tech et donc potentiellement moins chère. Et aussi potentiellement moins sensible aux pannes. Parce qu'en général, plus on rajoute de technologie et plus on a des potentiels de panne. D'ailleurs, je vous en ai parlé récemment en vidéo courte avec ma H2D qui était tombée en panne. Donc j'espère sincèrement me tromper, mais ça fait quand même un système en plus à entretenir, à maintenir et à potentiellement réparer. Deuxième point négatif pour moi, c'est l'utilisation d'une plaque d'impression qui est différente de ce qu'on avait avant. Donc ça veut dire que si vous en aviez déjà, vous êtes obligé de vous rééquiper pour cette nouvelle imprimante. Et c'est dommage parce que finalement on parle de 1 cm de chaque côté des plateaux. La seule plaque qui ne change pas finalement, c'est celle du Vision Encoder qui était déjà plus courte que les autres. Bon, dans tous les cas, la capacité d'impression à 2 buses est exactement la même que celle de la H2D. Donc si vous hésitez entre les deux ou que vous avez le budget, à ce moment-là, orientez-vous plutôt vers la H2C. Si par contre votre priorité c'est le volume d'impression et que vous vous en fichez d'imprimer en plusieurs couleurs, à ce moment-là vous avez la H2S qui propose le volume d'impression le plus généreux, qui est donc pour rappel de 340 par 320 par 340 mm. Et enfin, dernier point négatif selon moi, c'est la durée pour le changement de filament. Donc malgré le fait que tout est chargé déjà dans le système Vortec, lorsque vous avez un changement de filament, on doit rebobiner le filament, charger le nouveau filament, charger la nouvelle tête d'impression, amorcer, et ensuite on peut imprimer. Tout ça, ça prend environ 40 secondes, alors que pour la Snapmaker U1, le changement de tête se faisait en 4 secondes. Donc tout ça, forcément, ça a un impact sur le temps d'impression final, mais c'est aussi une question de compromis, parce que sans ça, on ne pourrait pas imprimer en 7 couleurs. Enfin si, mais il faudrait un plateau d'impression immense et une imprimante immense, sans compter son coût. Alors pour rappel, si cette imprimante vous intéresse, que vous hésitiez et que vous êtes convaincu suite à ma vidéo, regardez en description, vous avez les liens d'achat qui sont des liens sponsorisés, ou bien vous avez le QR code qui s'affiche ici. Tous les achats que vous faites via un de ces liens me permettent de toucher une petite commission qui font vivre la chaîne. Alors si vous avez la moindre question ou remarque à faire par rapport à cette vidéo, mettez un petit commentaire,
n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi, c'est toujours bon pour l'algorithme, à booster la vidéo si jamais vous avez la possibilité. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où on parlera, je ne sais pas encore de quoi, mais ce sera un projet. Ciao!